Alors Jean-Paul Charbonneau, bonjour. Bonjour. Alors nous vous recevons aujourd'hui puisque vous venez de publier un ouvrage remarqué et remarquable, une biographie de Prosper Mérimée, Mérimée ou le faux cynique, aux éditions Via Romana. Alors vous n'en êtes pas à votre coup d'essai puisque vous aviez déjà publié, je crois que c'était en 2021, une biographie de Marmontel. Oui. Marmontel, Le feu follet des Lumières, ou encore une biographie de Charles Perrault en 2017. Vous êtes historien, conférencier, et puis autrefois consultant auprès des grandes entreprises françaises, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, je voulais d'abord vous poser comme question, toute simple, assez bateau, mais qui était Prosper Mérimée? Ah, bon, c'est un homme à de multiples facettes. Hein. Et c'est en ce sens-là qu'il est d'ailleurs intéressant. Tout dépend sous quel angle on le prend. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs, je ne suis pas le premier biographe de Mérimée. Ce n'était pas le cas pour Perrault, j'étais le premier. Peut-être même pour Marmontel. Mais pour Mérimée, non. Il y a eu de nombreuses, tout au long depuis sa mort, si vous voulez, il y a eu de nombreuses biographies. Mais tout dépend sur quel angle on le prend. Alors Mérimée, c'est tout à la fois un écrivain, c'est tout à la fois un homme politique, c'est tout à la fois un grand voyageur. Mais moi, le personnage qui m'intéresse le plus sur Mérimée, c'est, je dirais, sa proximité au pouvoir, ce côté second rôle. Et c'est ce que j'avais apprécié chez Perrault comme chez Marmontel, c'est d'avoir des personnages qui parcourent leur siècle, qui frayent avec le pouvoir, sans se brûler les ailes, bien sûr, qui sont des personnages un peu de second rôle, des personnages un peu dans l'ombre. Ils sont, si vous voulez, si on ramenait ça au XXe siècle, ils seraient au fond de la photo, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, Mérimée, c'est un peu ça, mais c'est un témoin surtout important de son époque. Ouais, un observateur du 19e Voilà. siècle. Et comme je le dis à un moment, il est pleinement de son époque, mais plus du tout de la nôtre. Oui, tout à fait. On va y revenir justement. Ouais. Mais pourquoi s'intéresser à Prosper Mérimée aujourd'hui, justement, s'il Eh n'est bien, plus de notre époque? eh bien, parce que, si vous voulez, dans mes autres activités, vous en avez mentionné quelques-unes, dans mes autres activités, je suis guide conférencier. Et je m'intéresse énormément au patrimoine. Et je voulais rendre hommage à celui qui est le fondateur du patrimoine, en fait. Enfin, de la politique du patrimoine. Et ce qui me frappe beaucoup, d'ailleurs, c'est que les dernières journées du patrimoine, en septembre, je n'ai pas entendu une seule fois dans les médias, dans la presse, dans les associations de proximité, etc., je n'ai pas entendu une seule fois le nom de Mérimée. C'est un peu regrettable. Oui, d'ailleurs, Mérimée qui a permis, en tout cas, d'établir un certain nombre de... il n'est pas non pas le fondateur des monuments historiques, Non. mais en tout cas a permis aux gens de son siècle de remarquer, de reconnaître l'importance de certains bâtiments ou d'ouvrages. Alors, il ne crée pas la fonction, puisque Guizot la confie d'abord à Vitet, un de ses amis, un de ses aînés, un peu mais bon, en même temps son contemporain, donc ça c'est en 1930, après la Révolution de 1830, et il prend la fonction d'inspecteur général des monuments historiques. Il y avait en parallèle, d'ailleurs, on ne le dit pas assez, un inspecteur général des monuments civils. Hein. Bon. Eh bien, il prend cette fonction en 1834 et il s'investit complètement dans la mission et dans la fonction, à un point tel que j'ai été tenté parfois de le comparer à Vauban, voilà. Hein, à Vauban, qui a passé toute sa vie dans sa voiture, qu'il avait aménagée en conséquence, à parcourir tout le territoire. Ça a été le cas de Mérimée, qui a passé 20 à 25 ans de sa vie à parcourir le territoire dans tous les sens, pour faire en quelque sorte, pour débuter un inventaire du patrimoine et surtout pour s'assurer dans chaque département les relais nécessaires pour
pour cette conservation du patrimoine et cette réhabilitation du patrimoine. Vous parliez en début de vidéo de son rapport au pouvoir, et je sais qu'il passionnait l'empereur Napoléon III, je fais un petit saut dans le temps, Oui. l'empereur Napoléon III avec ses voyages, ses récits, etc. Il est évidemment très proche de l'impératrice Eugénie Oui, bien d'Antiron, sûr. avec qui... Il a fait jouer sur ses genoux, si j'ose dire. Voilà. Et pourquoi, aujourd'hui, Prosper Mérimée, qui est, on va dire, une figure qui est un peu tombée dans l'oubli, qui Oui. en tout cas, de ma génération, les gens ne connaissent Je plus... crains qu'on ne lise plus Mérimée. Voilà, la Vénus d'Île ou Oui, Carmen, je pense que la Oui. plupart des gens ignorent aujourd'hui le rôle de Prosper Mérimée d'un point de vue littéraire, Oui. en tout cas. Et est-ce que vous pensez que c'est dû à cette relation qu'il entretenait avec le pouvoir, et notamment son importance durant le Second Empire, qui possède une légende très noire? Oui, enfin, il faut nuancer. C'est vrai qu'il est pleinement de son époque. Il est pleinement de son époque. Il incarne, je dirais, l'apogée à la fois de la réussite économique, industrielle et culturelle française, et en même temps, il incarne cette idée de puissance. Pour lui, si vous voulez, d'abord, il a une haute opinion de lui-même. Bon, mais il considère que, si vous voulez, l'histoire se fait par des élites, de bonnes élites, voilà. Et donc, c'est ce qui fait qu'il était très méfiant quand l'empereur, quand il fait connaissance de l'empereur, car il fait connaissance de l'empereur avant que Eugénie l'épouse. Elle l'épousera en 1854, mais au début, il est à l'égard de l'empereur un certain mépris, parce que, pas un mépris, mais enfin, il le considère un peu comme un peu balourd, pas lui qui se considère, en revanche, comme quelqu'un de très cultivé, de très raffiné, etc. C'est pas une adhésion immédiate à l'empereur. Et puis, au fur et à mesure qu'il le côtoie, que ce soit dans l'intimité à Biarritz ou dans les sorties de Compiègne, etc. Puis il est souvent invité aux Tuileries, il faut bien dire, par Eugénie. Au fur et à mesure qu'il le côtoie, il apprécie l'homme, il apprécie sa réserve et ses analyses un peu prémonitoires, par exemple sur l'Algérie. L'empereur a été très très réservé et dubitatif sur ce qu'allait devenir l'Algérie dans les années qui ont suivi. Voilà. Donc, oui, il a été proche du pouvoir, mais il ne l'a pas exercé directement, parce qu'avoir un poste au Sénat, c'était une sinécure, rien d'autre. Ça lui permettait d'aller faire des inspections en Angleterre, d'aller voir l'exposition universelle de Londres, de voir comment on pouvait aménager les musées, la muséographie en France, etc. Il avait quelques missions comme ça que l'empereur lui confiait. Mais non, franchement, il n'a pas cherché c'est ce que je vous dis, c'est un second rôle. Oui. C'est un second rôle. Donc mais par exemple, vous parliez de patrimoine. Aujourd'hui, on en parle beaucoup du patrimoine. Oui. On ne fait que de parler de patrimoine aujourd'hui. Et en même temps, on dit qu'il est en péril. Oui. Gabriel Cluzel parlait d'Urbexland pour désigner aujourd'hui l'état de friche dans lequel pouvaient être laissés certains de nos plus beaux fleurons des monuments, fleurons architecturaux, pardon. Et vous disiez en début d'entretien, et je l'ai noté cette phrase, Mérimée est pleinement de son temps, mais n'est plus du nôtre. Mais comment s'en inspirer aujourd'hui et comment le rendre à nouveau, comment nous l'approprier, ce Mérimée? Eh bien, d'abord, il a laissé quand même, faut relativiser quand même le propos, il y a trois choses, à mon avis, qui restent de Mérimée. Pas sa littérature.
D'ailleurs, lui-même, si vous voulez, ne pensait pas qu'il était un grand écrivain. Il se voyait plutôt un grand chercheur, il avait des amitiés littéraires, il a un grand traducteur aussi, parce qu'il avait une maîtrise des langues absolument remarquable. Mais je crois que la littérature, pour lui, ça a été sa rampe de lancement. Voyez. Après, en 1844, il est élu à l'Académie française. Après, il ne produit plus pratiquement. Il ne produit plus de romans, plus de nouvelles, rien du tout. Il va faire des études plus savantes, si vous voulez, des monographies, par rapport à ses fonctions, justement. Il va faire des histoires des châteaux, l'histoire de la castellologie, il va travailler sur l'architecture ecclésiale, etc. Mais il ne fait plus de nouvelles, il ne fait plus de romans. Donc il y a quand même une chose, c'est qu'il reste sur 3 points, à mon avis. Il y a la fameuse dictée. Tout à fait, la dictée de Compiègne. Quand Pivot parlait de sa dictée, c'était toujours la dictée de Mérimée. Tout à fait. Il n'est pas sûr, d'ailleurs, j'en parle dans le livre, que cette dictée lui soit attribuée. Oui. Mais peu importe, toujours est-il qu'on associe ce jeu, parce que c'est un jeu littéraire, surtout à l'époque, oui. On associe ce jeu littéraire à un nom qui lui reste. Bon, et puis la dictée de Mérimée, on l'a fait faire encore dans un certain nombre de... Alors, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, cet exercice ait les meilleures réussites qu'il avait à l'époque. Vous savez qu'à l'époque, celui qui avait eu fait le moins de fautes, c'est Metternich. Tout à fait, oui. Avec 3 fautes. Avec 3 fautes. Et l'impératrice en avait dû en faire une bonne 50aine. Et bon, enfin, elle venait de l'étranger, hein, c'était une Espagnole. Hein. Bon, alors Mérimée, c'est aussi, il a mis en place, si vous voulez, avec son ami Viollet-le-Duc, il a quand même mis en place une administration où il a établi, si vous voulez, il a fondé le métier d'architecte. Il a donné aux architectes la coloration moderne qu'ils ont aujourd'hui, si vous voulez. Hein, parce que on s'y retrouve pas toujours dans les architectes. Les gens font pas toujours une différence entre l'architecte du patrimoine, les architectes des bâtiments historiques, les architectes des monuments de France, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais l'école de Chaillot, au fond, elle existe un peu grâce à Mérimée. Hein. Donc il a mis en place, il a construit, si vous voulez, il a initié, plus exactement, il a initié ces infrastructures, ce métier, cette fonction d'architecte. Et puis il y a un dernier point, mais vous l'avez évoqué. On en parle peu, mais il y aurait pas le succès de Carmen s'il n'y avait pas. S'il n'y avait pas, bien sûr, il y a Bizet. Tout le monde se souvient de Bizet, mais le livre original dont Bizet s'est inspiré, c'est l'histoire de Carmen. Alors très mis à l'eau de rose, si j'ose dire, par les librettistes d'Offenbach, mais c'est quand même, derrière Carmen, il y a Mérimée, hein, faut pas l'oublier. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on lit Mérimée ? Je ne suis pas sûr. D'abord, on ne lit plus rien. Alors, donc, le problème est réglé. Je crois qu'aujourd'hui, même les meilleurs livres n'ont pas beaucoup d'auteurs. On vit une époque, c'est un peu curieux, on vit une époque où il y a presque autant de lecteurs que d'auteurs. C'est comme ça. On ne lit pas. L'instrument qui en est responsable, c'est le portable, c'est une catastrophe. Etc. Et puis, pour beaucoup de jeunes, l'histoire commence à leur naissance. Hein. Il y a une rupture dans la transmission, si vous voulez. Et ça, Mérimée ne pouvait pas l'imaginer. Il ne pouvait pas l'imaginer. Lui qui était un personnage très polyvalent, très cultivé, qui entretenait des amitiés au plus haut niveau, qui était un peu élitiste, hein, il faut bien le dire. Hein.
il n'a jamais nié l'être. Hein. Très bien, mais en tout cas, Jean-Paul Charbonneau, je vous remercie vivement. Oui. Et puis, pour tout comprendre de Mérimée, de Prosper Mérimée, chers lecteurs, je vous invite à lire Mérimée ou le faux cynique. Voilà, ça paraît donc chez Via Romana et c'est d'ores et déjà disponible. Merci à tous. Merci Jean-Paul Charbonneau. Oui, je vous en prie, merci.